Fidèles utilisateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne pour en savoir plus dans votre magazine concret que vous avez pris l'habitude de suivre chaque mardi à 20h15. C'est parti pour ce nouveau numéro qui reçoit pour vous le professeur Labibo Ketchoumpiana, qui est au fait économiste, professeur associé à l'université de Lumbashi. Avec lui, nous allons parler de cette grande question, la problématique de l'exécution du budget 2020. Le budget 2020 en RDC, ce budget a connu pas mal de problèmes. Ce budget a été à un moment massacré, mais avec lui, nous allons comprendre quels sont les contours, les détours de cette problématique. C'est parti pour ce nouveau numéro. Professeur, nous vous disons bonsoir. Bonsoir, maman. Vous allez bien? Oui, je me porte très bien. Très bien. Oui, sauf la crise qui est en train de secouer la population. Nous tous, nous ne sommes pas épargnés à ça. Et on essaye d'assumer la responsabilité de nos ménages, de chercher à pallier à ce problème de manière à gérer et l'inflation et les difficultés des déficits que les pays organisent. C'est ce que nous sommes en train de lancer à certains ménages, de prendre la responsabilité de gérer leurs propres ménages à partir des possibilités. Ça signifie avec cette introduction, professeur, l'économie en RDC se porte mal? L'économie se porte très mal. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à répondre aux attentes de la population. Vous savez réellement que nous ne faisons pas l'économisme ici. Nous sommes en train de faire une économie qui doit être au service de l'homme. Pas l'économie, pas l'homme au service de l'économie. C'est l'économie qui doit être au service de l'homme pour améliorer les conditions d'existence, les conditions de survie de cet homme-là, et que l'homme soit plus intelligent et plus responsable, plus intègre et plus moraliste. Parce que le problème de l'éthique et de la morale ronge automatiquement les individus congolais. Et de ce fait, nous sommes tellement trop critiqués parce que là où il y a l'immoralité, il y a mégestion, il y a la mauvaise gouvernance, et ça risque même d'accorder. Mégestion, mauvaise gouvernance. C'est comme ça que vous essayez un peu d'expliquer la situation actuelle de l'économie en RDC? Oui, parce que les institutions, vous savez, madame, l'économie doit être au service de l'homme. Une économie qui n'est pas capable d'améliorer les conditions de vie de la population, c'est-à-dire qu'il y a un problème de la gestion de cette économie. Or, la gestion de cette économie, l'économie, c'est la production. Et ce sont les entreprises, les institutions habilitées à animer et à activer l'économie. Il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais si ces hommes-là n'ont pas la notion de gestion et de la bonne gouvernance, s'il y a des pratiques nébuleuses, à tendance à éclabousser presque tout le monde. Alors ça paralyse l'économie. Vous aimez bien cette phrase-là, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous aimez bien ça. Pourquoi vous aimez bien cette phrase avant qu'on entre dans le vif du sujet? Oui, parce que nous avons observé. Madame, je suis né en 68, imaginez-vous. J'ai vécu les 10 ans. Vous êtes encore jeune. Bon, en fait de compte, madame, j'ai vécu plusieurs décennies. J'ai vu comment les gens ont géré. J'ai vu le régime de Mobutu, je suis partisan de ça. Eh bien, le régime de Kabila et les autres là-bas. Donc nous avons des leçons à donner, l'expérience de cette vie-là. Et à la fin, nous sommes rendus compte réellement que non, il se pose un problème des hommes. Il se pose un problème des hommes. Parce qu'il y a crise d'hommes, il y a crise d'hommes. Ce n'est pas ça le sujet du jour. Ce n'est pas ça le sujet du jour. Revenons au sujet du jour, professeur Labibo Ketchou. Le sujet, c'est la problématique de l'exécution du budget 2020. Vous êtes professeur à l'université. Lorsqu'on vous pose cette question d'emblée, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous avons constaté au début de l'année 2020, il y a un budget qui a été voté, qui a été présenté au fait par le ministre de Finances. Ce budget qui a été voté, disons, par le gouvernement. Ce budget était de 11 milliards au départ. Et puis ensuite, il y a eu une révision de ce budget. Disons qu'on nous a présenté la situation de plan de trésorerie qui a ramené à 6 milliards. Alors, est-ce que ce sont les prévisions qui ont embêté? Est-ce que ceux qui travaillaient dans la commission pour le budget 2020 ne savaient pas bien faire les prévisions? Ou il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte? Parce que cette problématique de l'exécution du budget 2020 embête aujourd'hui la situation. Très bien, maman. Cette problématique de l'exécution du budget 2020 a un espace que nous appelons ici des accidents de parcours. Premier élément d'abord d'un problème plus majeur, c'est le problème de la sous-estimation de la capacité de réalisation des recettes.
Et nous sommes allés vers une surévaluation, n'est-ce pas, des prévisions par rapport à la réalité des choses. Or, les structures de mobilisation des recettes de l'État sont tellement très faibles, à telle sorte qu'on ne pouvait pas d'accord atteindre le montant de 11 milliards, comme vous avez évoqué là. Voyez, maintenant, cela dénote que nous sommes incapables de mobiliser les ressources de l'État et, en fait, de compte, ramener les provisions à 11 milliards. Comme nous sommes incapables, nous sommes des pays jeunes. Nous n'avons pas ici une politique fiscale appropriée. Nous ne voulons pas définir un nouvel ordre fiscal dans notre pays. La conséquence en est que la mobilisation des 11 milliards est devenue difficile. Premier problème. Et ceci est dit à quoi? C'est la structure, n'est-ce pas ici, des régies financières, la structure de notre système fiscal pose un sérieux problème. Il faut repenser le système fiscal congolais. Et deuxième élément aussi, il faut tenir compte de ce que nous appelons la capacité contributive et mobilisatrice, n'est-ce pas, ici, des recettes de l'État, si nous sommes capables de mobiliser cela. Vous savez réellement qu'il y a des structures qui ne font pas parler de ça, c'est des détournements cascades qui continuent jusqu'à présent. Les détournements continuent, il y a l'argent qui échappe dans les trésors publics, même maintenant l'argent échappe. Voyez. Alors, cette sous-estimation des recettes, n'est-ce pas, entraîner comme conséquence la surévaluation des prévisions, n'est-ce pas, ce qu'on devait attendre. On attendait 11 milliards, mais nous ne sommes pas capables de réaliser 11 milliards. On trouve déjà le temps où on était arrivé, c'est l'une des raisons pour laquelle il a fallu refaire. On a essayé de refaire pour revenir à 5 milliards. 5 milliards, 6 milliards. Non, bon, 6 milliards. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas la possibilité d'atteindre 11 milliards. Où se trouvent les contraintes, les boulots d'étanglement? C'est les détournements qui continuent. Il y a des gens qui ne payent pas l'impôt. Et puis, deuxième, il y a des entreprises qui ont bénéficié des exonérations fiscales. Le gouvernement, nous avons attendu quelque part là-bas avec des éléments que le gouvernement Matata, n'est-ce pas, qui procédait à la vente même des exonérations. Oui. Alors, il y a autant d'exonérations. Demandez le responsable de l'Institut, donc l'inspection générale des finances. Mais oui, il y a des exonérations qu'on a accordées à des entreprises. Il y a eu même des paiements anticipatifs. Avant que l'équipe de Matata puisse pas. Il y a eu déjà des avances sur impôts déjà touchés, mais qui n'ont pas été comptabilisés. Alors maintenant, comment nous pouvons arriver à atteindre les 11 milliards? C'était pratiquement difficile. Donc, ça dit qu'on vivait de l'utopie. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on ne pouvait pas atteindre 11 milliards. Alors, repenser ces budgets-là, revenir à la réalité des choses, nous sommes, après, à partir de ces calculs-là, on s'est rendu compte que les 4 milliards qui étaient déjà exécutés, alors maintenant, il y reste combien pour qu'ils soient mobilisés? On s'est rendu compte que c'est 2 milliards et quelques. Maintenant, c'est que d'ici la fin de ce mois de décembre ici, il y a la possibilité de réaliser les 2 milliards et couvrir les dépenses qui étaient prévues. Donc, ce qui fait que les dépenses publiques, les dépenses de l'État dans le cadre des finances publiques, ce sont des besoins de la population, les besoins de notre pays. Il faut que ces besoins soient totalement réalisés. Et pour les réaliser, il faut disposer autant. Mais en fait de compte, on a surévalué plus. Est-ce que le problème de cette surévaluation du budget de la RDC, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on attendait plus le financement extérieur? Parce que je pense que le budget de la RDC a toujours été un budget en déséquilibre, et c'est le cas aussi pour plusieurs pays, au fait, où dans le budget, on espère aussi un financement extérieur. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui a fait que... Oui, quand vous signez des accords avec les institutions de Bretton Woods, avec les organisations financières internationales, voyez, vous attendez, on vous donne une note d'espoir. On vous note une note d'espoir, soi-disant nous allons intervenir un appui financier. Je suis parmi les économistes qui pensent que l'assistance extérieure est une nécessité indispensable pour financer nos budgets. Ça, c'est très important. Alors, si on arrive au niveau des accords, parce que quand vous devez amorcer la négociation pour trouver le financement et un appui financier extérieur, mais vous devez respecter les conditions imposées par les institutions. Oui, il se pose un problème dans le cas où on vous donne notre espoir. Oui, nous sommes prédisposés à fournir de l'argent, mais quel est le problème? Le problème est que est-ce que vous allez respecter les conditions? Le problème se pose au niveau de l'exécution. Si on exécute, d'accord, ce qu'on appelle ce paiement-là qui vient de l'extérieur et avec les conditions, mais quand on voit réellement que les premières conditions, vous ne voulez pas pallier à ça, on coupe, on dit réellement qu'on ne vient plus. Et tout là, tout ce qui était prévu risquerait de ne pas être réalisé, et ça nous pousse à des déficits là. Ça nous pousse à des déficits, donc pour vous, le financement extérieur
est une nécessité. Oui, est une nécessité. Un appui financier extérieur est une nécessité. C'est l'une des raisons que nous avons demandé au gouvernement de réunir avec la Banque mondiale et l'FMI. Oui, mais la petite expérience de plusieurs pays en Afrique, comme le cas de la RDC, qui est un pays, je ne sais même plus s'il faut placer la RDC dans quelle catégorie, mais nous disons que la RDC reste encore un pays sous-développé parce que la production ne marche pas, sous-développé parce que l'économie se porte mal. Alors, est-ce que les institutions de Bretton Woods, lorsqu'elles mettent des moyens financiers à la disposition des différents États, oui, pauvres, est-ce que ces pays évoluent ou ces pays régressent encore? Oui, ça c'est une meilleure question. Une observation qu'on peut arriver à tenter à faire un moratoire. Il faut faire un moratoire sur la Banque mondiale et puis sur l'FMI. Les institutions n'ont jamais développé aucun pays. Mais vous êtes... Mais je suis de l'appui. Non. Je suis de l'avis parce que je sais l'importance des financements étrangers, de l'apport étranger. Il faut un apport, n'est-ce pas, ici, qui va considérer nous comme étant une bouffée d'oxygène. Ça signifie quoi? Il y a des principes financiers, des règles financières qui exigent aux États, dans les cas de leurs finances, de se servir de moyens de financement internes au financement des dépenses improductives. Parce que nous sommes au niveau du budget de l'État. Le budget de l'État a des volets. Quand on dit budget de l'État, ou les finances publiques, la définition est tellement très simple. Elle n'avait pas défini les finances publiques comme étant une science de l'administration des recettes et des dépenses. Non. Allemand, les finances publiques dites dépenses, voyez, recettes de l'État, pour lesquelles les volets se sont contenus dans le budget de l'État. Alors, volet dépenses, c'est les volets dépenses. C'est l'une des raisons pour lesquelles les dépenses sont d'abord évaluées. Quand on procède à l'établissement des budgets, on commence d'abord par les dépenses. Les recettes suivront par après. Ce que nous devons faire, nous avons étalé ça, on énumère ça. Vous avez la quantité des besoins pour lesquels vous devez comptabiliser et voilà ce que nous allons réaliser. Maintenant, après avoir déterminé les dépenses là, dans la structure des dépenses là-bas, il y a deux types de dépenses. Il y a les dépenses ordinaires, les dépenses qui ont un caractère passif. Dans la littérature des finances publiques françaises, on appelle ça dépenses passives, qui n'ont pas de contrepartie économique. Mais c'est ça ce qui constitue même la grosse mamelle du budget de l'État. Et dans les pays en voie de développement, tels que nous, dans notre structure, c'est les dépenses des institutions. C'est l'une des raisons que j'ai demandé la suppression de certaines institutions qui n'ont rien à voir, qui sont budgétivores. Et puis, deuxième volet, c'est les dépenses d'investissement, qui sont des dépenses capitales. Ce sont des dépenses nécessaires de contrepartie économique. Ce sont des dépenses qui renferment ce que nous appelons les projets économiques et sociaux pour un État. Et ce sont des dépenses qui ont des contreparties économiques en termes de PIB. Pour le cas d'espèce, la RDC, puisque nous sommes dans la problématique de l'exécution du budget 2020, est-ce qu'à ce jour, peut-on dire que le budget 2020 a été un budget qui a été rectifié, qui a été massacré, qui n'est pas allé, qui n'a pas... Oui. Le vrai concept, c'est massacré. C'est massacré comment? Parce que le gouvernement n'a pas trouvé des possibilités de tout capter, n'a pas pu d'accord capter toutes les recettes. À cause de quoi? Il faut demander d'abord l'origine et cause du problème. Vous avez parlé du détournement. Mais oui, il y a détournement qui continue, le coulage de recettes continue. Vous parlez du détournement, vous parlez du coulage de recettes. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre fait qui a fait bouger non seulement la RDC, mais aussi le monde? La pandémie Covid-19, pour vous, ça n'entre pas en ligne de compte? Parce que pour que la RDC se retrouve, il faudrait également sur le plan mondial, sur le plan international, sur le plan africain, que les choses évoluent. L'année 2020, ça n'a pas été... Mais oui, dans un premier temps, parce qu'on avait demandé aux États, dans un premier temps, de se prendre en charge. Prendre en charge, ça dit qu'il faut des interventions ponctuelles. On devait tout arrêter, mais en fait de compte, élargir une fiscalité souple qui permettra aussi aux gens de respirer. Alors les États, ils ont détourné, ils ont fait ce que nous appelons les détournements, c'est-à-dire que réaffecter des fonds qui étaient disponibles pour l'intervention dans la vie économique et sociale, n'est-ce pas, ils sont au problème de Covid. Vous savez que Covid, cet élément entre dans le cadre des sociales. Alors, difficulté maintenant, c'est quoi? C'est la fermeture des entreprises, parce qu'on a renvoyé les gens.
Et vous avez suivi même que le ministre des Finances, ou le ministre qui a cette attribution à les finances publiques, il avait demandé qu'on puisse surseoir même d'accord le contrôle fiscal, même la perception des impôts. Et dans certains pays, on a accordé même d'accord une certaine largesse aux entreprises de ne pas payer, n'est-ce pas, ni les impôts directs et les impôts indirects. Hein, ceci pour permettre, n'est-ce pas, de se reconstituer. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxième élément, bon, Covid est venu, mais en fait de compte, il y a eu des interventions des organisations internationales. Et maintenant, ici, la question que vous posez maintenant, c'est pour nous pousser, nous, à étudier, mais finalement, cet argent est parti où? Jusqu'à présent, ici, on ne nous a pas donné la litanie d'accord de l'usage de cet argent. Combien et les différentes sources d'approvisionnement. Qui doit vous donner en fait la situation Mais non, mais les ministres des Finances doivent être clairs. Et puis le gouverneur de la Banque centrale doivent présenter, n'est-ce pas? Parce que ce sont des fonds que nous avons encaissés. Nous avons reçu d'accord des organisations internationales. Il y a des assistances. Certains pays ont prêté à nous, d'accord, pas prêté, mais dans le cadre des relations bilatérales. Nous avons eu ce qu'on appelle des fonds bilatéraux auprès des différents États qui sont plus riches. La Chine aussi nous a assisté, le Japon même, la communauté internationale nous a assisté. Cet argent est parti où? On ne sait jamais, c'est entre guillemets. Dans le cadre de l'assistance à la pandémie Covid-19. Ah mais oui, cela suppose réellement que non, c'est pour pousser les États de ne pas faire usage de la mobilisation, n'est-ce pas ici, des recettes internes à travers l'appareil fiscal, mais de se servir d'accord de cet appui financier international qui arrive pour permettre à vous d'accord de financer la pandémie. Donc, on ne peut pas utiliser l'argent qui était là-bas pour essayer d'accord de désorienter ça ou d'orienter ça ici à d'autres fins pour essayer d'accord de financer au moment où il y aura un déficit qui est déjà... Et puis même le problème de déficit, comment nous allons expliquer ça? C'est le problème qui est là, madame, je vous dis, il y a eu trop d'institutions qui ont été créées. Il y a eu trop d'institutions créées. On crée des institutions en toutes pièces. On se réveille un matin, on crée un bureau. Vous savez que lorsque vous créez une institution, même un service ou un établissement, vous rendez l'état débiteur. Oui, mais lorsque vous parlez de la création des institutions, vous vous adressez exactement à quelle catégorie qui crée toutes ces institutions? Mais le gouvernement procède à la création de différents services-là. Ok. Et puis il y a la présidence. Quand le président de la République crée même des collèges, on revient. C'est là, crée même. Vous savez réellement que vous augmentez le nombre d'institutions. Vous rendez l'état débiteur parce qu'il faut trouver les moyens de rémunération et de fonctionnement de ces services que vous créez. Aujourd'hui, dans la problématique... Vous créez même d'accord des services et des ministères qui n'ont rien à voir. Ok. Aujourd'hui, dans la problématique de l'exécution du budget 2020, il y a un autre élément qui entre en compte, parce que vous parlez du coulage des recettes, vous parlez des institutions, en fait, des services qui ont été créés, qui sont en fait budgétivores. Vous parlez, mais il y a aussi un autre aspect que j'aimerais soulever avec vous, c'est le fait que tout au long de l'année 2020, on s'est rendu compte qu'il y a ce problème de déficit, mais aussi c'est comme si la Banque centrale, qui a les réserves, a dû toucher aux réserves. Votre point de vue. Oui, est-ce qu'il était important pour la Banque centrale d'aller toucher aux réserves? Parce que les réserves sont généralement utilisées en cas des situations d'extrême urgence. Oui, oui. Ce n'est pas mauvais de toucher aux réserves, mais en fait de compte, là, il y a un principe clair pour la simple raison, on ne peut pas toucher aux réserves d'échange. Mais les réserves doivent être constituées. Ça, c'est très important. Il faut les constituer, il faut augmenter ça. Parce que les réserves, n'est-ce pas, ici, déterminent la capacité financière d'un État à pouvoir se prendre en charge. Ça, c'est très important, ça. Alors, toucher aux réserves, eh ben, c'est une question, n'est-ce pas, de grande maturité qui exige une certaine analyse. Et puis, le gouverneur de la banque, le ministre des Finances, qui touche aux réserves, doivent justifier pourquoi il a touché à ça et comment les reconstituer après avoir utilisé ça. Or, réellement, ce sont des réserves qui proviennent grâce à quoi? Grâce à des fonds étrangers, grâce au commerce extérieur. Voyez, les exportations. Je vous informe maintenant que non. Heureusement, nous sommes arrivés aujourd'hui où la balance commerciale est excédentaire. Les importations, n'est-ce pas, s'élèvent à 6 milliards de dollars américains jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dernier trimestre ici, et les exportations s'élèvent à
à 8 milliards, c'est ça, il y a quelques millions de dollars américains. Donc il y a un excédent que nous venons de réaliser. Cet excédent-là servira à nous d'augmenter les réserves, de reconstruire les réserves et d'avoir un appui financier qui permettrait d'accord de soutenir le budget l'an 2000. C'est comme ça également que non, 2021, il y a de l'espoir que le tout change, il y a l'espoir que le gouvernement puisse se prendre en charge. Mais il y a tentative que ce budget-là de 2021 soit exécuté et se soldera par un excédent. Je n'ai pas dit qu'il y aura un excédent, non. Mais nous risquons de connaître un excédent budgétaire. Un excédent budgétaire pour 2021. Pour 2021. Nous sommes en 2020. Oui, parce que nous accumulons déjà l'excédent. Dernier semestre ici qui s'élève à 1 milliard 900 et quelques millions de dollars, ou pratiquement 2 milliards. Les 2 milliards servira à financer ce budget-là. Donc on peut l'utiliser. Cela suppose qu'au lieu que nous puissions recourir au financement étranger auprès des organisations internationales, Banque mondiale, oui, nous allons se servir de notre excédent commercial et pour lequel l'excédent commercial servira à nous à couvrir automatiquement les déficits et en fait de compte à financer d'accord le budget 2021. Vous qui soutenez que les institutions Bretton Woods sont une nécessité. Oui. Vous soutenez. Oui, parce qu'il faut utiliser... Mais vous revenez toujours à dire que bon, le constat est quand même amer. Là où les institutions de Bretton Woods sont passées, on n'a pas vu ces pays-là se développer comme ça. Oui, parce que moi-même, mon mémoire de licence, c'était sur ça. Les moratoires, c'est la Banque mondiale. Oui, mais lorsque vous parlez de ce moratoire-là, vous pensez que ça peut prendre, par exemple, pour le cas de la RDC, vous pensez qu'on peut donner au FMI, les institutions de Bretton Woods, FMI, Banque mondiale, on peut leur donner un moratoire de combien de temps? Puisque nous sommes dans la problématique de l'exécution du budget 2020. Et cette problématique du budget 2020 implique beaucoup de paramètres, il y a plusieurs enjeux, et nous voyons pour que nous allions en 2021. Mais déjà que vous dites en 2021, vu ce qui se passe, 2021, nous aurons sûrement un excédent. Très bien. Nous avons connu une situation où il y a eu un dérapage de la monnaie. Oui, dérapage, l'instabilité monétaire, ce qui a entraîné la hausse du taux d'échange jusqu'à 2000. Vous voyez? Alors, nous ne sommes pas encore sortis de là. Ah, mais oui, mais non, mais il y a stabilité relative. Oui. Il y a le comité de conjoncture économique vient de publier qu'il y a une stabilité relative. Maintenant, pour soutenir cette stabilité, il a fallu avoir une discipline budgétaire. Et on dit réellement qu'il faut consommer juste ce que vous avez réalisé. Élaborer un plan de trésorerie qui est capable, n'est-ce pas ici, de contenir pour éviter le dérapage de notre monnaie. Et en fait, de stabiliser l'économie. Stabiliser l'économie, c'est-à-dire stabiliser l'économie, c'est revenir en équilibre. Il faut revenir en équilibre. C'est-à-dire que vous ne pouvez consommer qu'à la limite de vos possibilités de ne pas aller au-delà. Alors, si vous voulez aller au-delà, il faut créer ou générer des ressources sécrétées, des ressources nouvelles. Or, réellement, que nous ne produisons pas. En dehors du secteur minier qui est devenu secteur pourvoyeur d'accord des capitaux, pour nous, des recettes indispensables pour financer l'économie. En dehors de ce secteur-là, il n'y a pas d'autre secteur pour lequel il faut chercher à encourager. Alors maintenant, la prise de conscience du gouvernement Ilunga Lunkamba et la vision du chef de l'État Félix offre maintenant les opportunités, une certaine lueur d'espoir. Et comment on juge à ce niveau-là? C'est la mise en application d'une institution qui est habilitée à contrôler tout le monde. La mise en application d'une institution qui est habilitée à contrôler tout le monde. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, ce qu'on appelle, c'est l'inspection générale des finances. Donc, l'IGF. Ah oui, oui, c'est ça. D'accord, ok, je vous laisse. Alors, dans ces cas-là, eh bien, ici, c'est chercher à capter toutes ces recettes qui échappent. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, si nous vérifions aussi notre budget ici, le plan de trésorerie à l'heure actuelle, je pense que Célé a dit ça, le ministre des Finances, je m'excuse, mais c'est Célé l'a dit, qu'il y a aussi la possibilité que nous puissions assister le dernier semestre ici à un excédent budgétaire pour le dernier semestre. Trimestre. Trimestre plutôt. Hein. Pour le dernier trimestre ici, il y a lieu. Alors maintenant, s'il y a déjà la volonté d'améliorer, la volonté, il y a une politique volontariste, n'est-ce pas ici, de l'excédent budgétaire, donc je pense réellement qu'il y a lieu que le budget de 2021 puisse avoir des ressources. Des ressources indispensables. Nous risquons d'aller même vers l'excédent. Que 6 milliards de dépenses, 6 milliards 900 millions pour 2021, nous risquons de réaliser peut-être 8 milliards. Et c'est mollo que nous allons monter sur base de ça. C'est un problème de discipline, un problème d'organisation, un problème de structure, un problème d'hommes. Il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous aimez beaucoup cette phrase-là. Oui. Mais le moratoire FMI, vous avez expliqué tout ça.
Vous pensez, je reviens encore à ça, soyez bref, la RDC doit avoir quel moratoire, doit donner quel moratoire par rapport aux institutions de Bretton Woods? Parce que la maladie de la RDC, nous avons un problème de ne pas respecter les accords que nous signons, nous ne sommes pas dans le délai, c'est comme si quand nous faisons nos calculs, quand nous faisons nos prévisions budgétaires, nous ne faisons pas des prévisions budgétaires en pensant effectivement sur une vision des cas de catastrophe, des cas d'incidents. Qu'est-ce que vous... non, c'est-à-dire que tout ça, il faut parler de la sous-estimation. On sous-estime les catastrophes, les éléments qui peuvent vous survenir comme ça et vous enlèvent, n'est-ce pas, tout ce que vous avez prévu et désoriente automatiquement, fait les désaffectations ou ce que nous appelons les détournements. En finance publique, on appelle détournement. Ce n'est pas voler, mais c'est réorienter un fonds qui était... Ah, voilà, justement c'est ça. Alors, c'est l'une des raisons pour laquelle ça ne marche pas avec les FMI qui vous imposent une discipline budgétaire. Quand on dit la discipline budgétaire, c'est la politique d'orthodoxie en matière budgétaire, c'est-à-dire que rester dans les normes, dans les principes, dans les règles. Il y a un principe qui dit, pourquoi est-ce que j'ai dit que l'appui financier extérieur est une nécessité? Parce qu'il faut faire bénéficier dans les pays en voie de développement, la possibilité d'accroître leur financement, leurs ressources internes. Au lieu que nous puissions faire usage de nos impôts et taxes à financer le développement, nous devons dire ceci. Nous allons consacrer ça à autre chose, mais nous devons prendre l'argent des tiers et nous allons travailler avec ça. Ce que nous allons gagner comme revenu, comme dividende, servira à accroître notre possibilité de financement interne. Ça, c'est très important. Ça, c'est tous les pays. C'est un principe sacré. Donc, vous devez tenir compte de cet aspect des choses. Sinon, ça sera autre chose, maman. Donc, on appelle ça ce que nous appelons en économie effet de levier. Donc, ça veut dire c'est la rentabilisation des capitaux propres qui résulte d'un effet d'endettement. Donc, les dettes que nous contractons aujourd'hui, nous devons faire bon usage de ces dettes-là. Pour la simple raison qu'au lieu que nous affectons ça à des dépenses improductives, nous devons essayer de financer les budgets vers des dépenses capitales. Les dépenses en capital sont des dépenses qui nous rapportent quelque chose de contrepartie. Alors, puisqu'on finance, eh bien, il y a des revenus que nous tirons, de l'argent qui n'est pas des nôtres, mais qui vient de l'extérieur, pour lequel nous avons utilisé chez nous, n'est-ce pas, dans un domaine de production, eh bien, ça croît automatiquement les ressources. Qu'est-ce que faudrait-il faire? Puisque il y a toujours une sous-estimation. Chaque fois qu'on a le budget de la RDC, est-ce que, par rapport à cette sous-estimation, que faudrait-il faire? Faudrait-il, pour 2021, que le gouvernement Ilunga Ilunkamba, si ça sera le même gouvernement, de revoir tous ces calculs? Quand je dis tous ces calculs, donc toutes ces prévisions. Est-ce que faudrait-il se baser plus sur ce que nous avons, quand je dis nous, ça signifie la RDC, ou faudrait-il mettre un faible pourcentage de financement extérieur? Très bien, maman, mais à l'heure actuelle, ici, il faut changer aussi. Il y a un problème aussi plus important pour répondre à votre question là, le problème de la philosophie budgétaire, la philosophie au niveau de l'exécution. Le gouvernement a tendance à réaliser tout ce qui était prévu. Or, réellement, ce n'est pas ça. À cause des difficultés de la crise financière internationale, de la crise économique internationale, la conjoncture économique n'est pas propice, elle est morose. Alors nous devons changer notre physique d'épaule. Il faut définir une nouvelle philosophie, n'est-ce pas, en matière de préséance des dépenses qu'il faut effectuer. Nous ne devons pas d'accord prendre tous les besoins, non. Prenez des besoins qui sont les besoins prioritaires. Et il faut s'attaquer à des besoins prioritaires. Mais si nous voulons prendre tous les besoins et les financer à travers ces budgets-là, nous ne saurons pas. Il y aura toujours des déficits qui seront continués. Alors nous craignons ce qu'on appelle ici des déficits de persistance. Et la meilleure manière de pallier à ça, eh bien ici, il faut un financement extérieur qui consiste en nous. Et là maintenant, il pose un problème de traitement de ces financements-là. Les conditions de remboursement, quand vous dites moratoire, c'est au niveau même des négociations. Quand on dit on vous donne 10 milliards, mais remboursable à quel taux d'intérêt? Deuxième, quelles sont les conditions? On vous dit même que vous devez rembourser les dettes extérieures qui se trouvent au niveau première rubrique dans le budget de l'État, première rubrique.
Du côté des dépenses, remboursement des extérieurs, et en fonction des monnaies qui font fureur sur le marché international. Et pour capter d'accord ces monnaies-là qui font fureur sur le marché international, il faut exporter et vendre à l'étranger. C'est l'une des raisons que nous devons aussi repenser. Madame, nous allons toucher tous ces... Les problèmes tellement trop complexes, il faut même toucher la manière dont les ministères des Affaires étrangères fonctionnent. Nous n'allons pas d'accord chercher à développer les relations, n'est-ce pas, politiques ou la diplomatie avec n'importe quel État pour lequel sa monnaie n'a pas été définie comme étant monnaie internationale. Il faut repenser la politique et repenser la diplomatie congolaise. Ça, c'est très important ici. Que les chefs d'État puissent avoir une vision pour savoir que... Si on a l'économie, je vois ça qu'on reste vraiment économie. Ah, mais madame, ça a des rapports avec l'économie. C'est l'une des raisons pour laquelle ici, nous sommes toujours à l'extérieur. Pourquoi? La recherche de la liquidité internationale. Les moyens de paiement internationaux. Ces moyens de paiement internationaux, vous devez importer pour couvrir les besoins parce que l'économie n'est pas en mesure de produire et répondre à la satisfaction des besoins de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Puisque nous sommes dans une économie où certains produits pour lesquels nous n'avons pas la possibilité de produire ça localement. Alors il faut recourir à l'étranger pour importer. Et maintenant, recourir à l'étranger, vous n'allez pas acheter ça à monnaie locale. La banque centrale doit être une banque qui doit être à l'apanage d'accord de l'économie d'importation. Doit financer les devises, doit mettre à la disposition des opérateurs économiques et nous-mêmes les devises pour permettre, nous d'accord, d'importer les biens et services pour lesquels l'économie locale n'est pas en mesure de produire ça. Et pour financer ça, il faut avoir la liquidité internationale. Pas la liquidité nationale, internationale. Et c'est la liquidité internationale qu'on appelle les moyens de paiement internationaux. Donc vous devez trouver ça à l'extérieur. Il faut exporter. Et les recettes d'exportation serviront à couvrir les importations. Vous voyez? Or, réellement que nous sommes en déficit. Nous sommes en déficit souvent, ça c'est très important. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ici, lorsque la Banque centrale, lorsque la Banque mondiale et les familles interviennent dans différents États là-bas, en apportant à nous les moyens de paiement internationaux. Et ces moyens de paiement internationaux, comment on l'utilise? Une partie sert automatiquement, une partie sert à intervenir dans les marchés d'échange pour stabiliser les taux d'échange. Et puis à baisser les taux d'échange pour que les importations ne puissent se faire à un taux tellement trop bas. Et les prix de ces produits importés se vendront localement à des prix le plus bas. Donc il y a lieu d'accord de revigorer ce que nous appelons le pouvoir d'achat de la population. Très important ça, madame. Revoir le pouvoir d'achat de la population. Vous venez d'expliquer en long et en large cette situation de la liquidité. On a besoin de la devise étrangère, puisque en RDC, notre monnaie, c'est le franc congolais, qui du reste, ce franc congolais s'affaiblit au jour le jour face aux devises étrangères. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons, nous sommes, c'est vrai, dans la problématique de l'exécution du budget 2020, est-ce que le problème que nous avons aujourd'hui en RDC, ce n'est pas aussi le fait d'avoir choisi comme zone monétaire le dollar? Est-ce que ce n'est pas ça aussi une faiblesse de la RDC? Mais aussi, vous avez également... Est-ce que ce n'est pas ça aussi? Mais aussi, vous avez dit, pour l'instant, le taux de change est relativement calme, relativement stable. Eh bien, mais ceux qui vous suivent vont vous dire le contraire. Quand vous parlez de la stabilité, c'est par rapport à quoi? Parce que les réalités sont autres. Si aujourd'hui, pour 10 $, c'est 20 000 francs congolais, faites les calculs pour ce moment qui doit aller faire les achats pour son ménage. Voilà. Mais oui, très bien pour cette question, c'est bien philosophé. La stabilité actuellement est fonction des rentrées des recettes d'exportation en devises. C'est le comportement de notre commerce extérieur. Il se comporte très bien parce que le secteur productif, vous avez suivi le cours des produits des monteurs à l'étranger. Les diamants, ils tirent là-bas. Hein, c'est l'une des raisons où on a financé l'AMIBA. Et puis il y a l'argent qui entre en ligne de compte, ce sont les exportations. On produit les diamants, on produit le cobalt, le cuivre, le manganèse, les autres. Et le cours de ces différents minéraux se comporte très bien sur le marché international. Et ce qui nous donne l'occasion d'accroître la production et en fait de vendre beaucoup plus à l'étranger pour accumuler les devises là. Accumuler ce que nous appelons le moyen de paiement internationaux. Et quand ça arrive comme ça, on a dit aux entreprises minières que 60% de vos recettes, vous devez rapatrier ça au pays et 40% c'est à voir. Mais justement, la Banque centrale ouvre automatiquement, nous appelons ligne de crédit. Les recettes entrent, ce qui permet à la Banque centrale de reconstruire des réserves d'échange et de procéder à l'intervention dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange. Car la stabilisation des taux d'échange conditionne la stabilité des prix. Voyez? Et en fait de compte... Quand vous le dites
comme ça, il y a quand même quelque chose qui me trotte à l'esprit. Mais la Banque centrale, ça signifie la Banque centrale s'est retrouvée dans une situation d'incapacité face à cette situation de régulariser le taux de change. Vous vous rappelez qu'il y a un taux qui nous avait été présenté il y a, je pense, 2 mois par la Banque centrale. Le taux, c'était, je pense, à 1800, c'était à 1800. Et que les cambistes, comme on le dit, ou sinon, parce qu'il y a toujours une nuance, ceux qui le font sur le marché parallèle étaient toujours à 20 000 ou à 21 000. Ça signifie quelque part que la Banque centrale a failli de ce côté-là. Les contrôles des marchés, il y a des marchés là, les marchés officiels, c'est la Banque centrale. Les marchés... Oui, mais les marchés parallèles, les marchés noirs. La Banque centrale doit faire un effort d'absorber ces marchés-là. Il faut que les taux à la Banque centrale soient supérieurs pour permettre à tout le monde de venir s'échanger à la Banque centrale. Et c'est là où il y aura la disparition de ça. Mais oui, mais parce qu'au niveau... C'est un problème d'organiser la Banque centrale. Elle est organisée comment? La Banque centrale, elle est mal gérée. Il faut changer. Nous avons dit que dans toutes les institutions du pays, il faut changer. Il faut des hommes nouveaux, maman. Des hommes nouveaux pour porter ce que nous appelons une nouvelle, donc une bouffée d'oxygène. Ça signifie quoi? Ça pose un problème. Elle sait bien que c'est une institution, la Banque centrale elle-même, sait très bien que c'est une institution habilitée à gérer, être caissière de l'État, en même temps mobilisatrice de l'État, en matière d'accord des recettes d'exportation en devises. Ça c'est très important, parce que toute exportation, il faut souscrire une licence à la Banque centrale, qui sait la marchandise, la quantité que vous avez exportée, le montant à payer, et ça passerait par le truchement des mécanismes bancaires internationaux. Ça c'est très important. Alors, quel est le problème de la Banque centrale? La Banque centrale doit avoir une politique de la gestion de sa propre monnaie. Elle doit procéder au rachat de sa propre monnaie. La Banque centrale doit se situer et s'implanter, se localiser là où il y a des zones minières. Elle devient d'office un opérateur économique qui va procéder aussi aux achats des matières précieuses, qu'elle va procéder à la vente à des banques étrangères pour accumuler ces devises-là, en attendant que les entreprises exportatrices puissent vendre et en fait de compte verser à la Banque centrale. Non, on ne peut pas croiser les bras. Ça demande des stratégies, ce sont des stratégies. Donc voilà pourquoi, lorsque les téléspectateurs qui sont en train de vous suivre à la maison vont se dire, mais quand vous parlez d'un taux de change qui est relativement stable, ils n'y comprennent rien parce que pour eux, ils se disent le taux de change relativement stable, c'est quand nous aurons, comme c'était autrefois, $1 à 900 francs, pas $1. Aujourd'hui, on a $1, je pense, c'est parce que $10, ça nous fait 20 000 francs. Ceci dit, $1, c'est 1800. 1900. On peut revenir même à $1 est égal à 1000, maman. Ce sont des stratégies, c'est la politique. Chaque économiste a son laboratoire. Et nous savons, vous savez, le problème qu'il y a là, c'est la volonté politique. Il faut que ceux-là qui sont habitués à voler, à détourner, qu'ils puissent cesser. Qu'ils cessent plutôt ici. Qu'ils cessent d'abord de ne plus détourner, de ne plus voler. Voyez. Et lorsqu'on essaie de mettre des mécanismes de structure de contrôle qui doivent être bien établis, ça c'est très important, maman, comme avec l'IGF, je pense vraiment qu'il y a lieu que nous puissions revenir, ramener le taux d'échange, même pourquoi pas 900. Vous êtes très sûr de l'IGF? Oui, je mets confiance à cette institution-là. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le régime passé n'avait pas voulu l'application de l'IGF. Nous sommes en train de finir déjà ce magazine d'aujourd'hui, professeur Labi Bokeh-Chumpiana. Nous sommes en train de finir ce magazine d'aujourd'hui. Nous sommes dans ce sujet, la problématique de l'exécution du budget 2020. En 2 minutes, comment vous voyez, 2020, il nous reste 2 mois. Si Dieu nous prête vie, il nous reste novembre, décembre, et puis commencer 2021. Comment voyez-vous les choses, la fin 2020 et le début de l'année 2021? Très bien. Si nous continuons avec ce comportement disciplinaire des finances publiques, avec des mesures qui sont prises par les gouvernements, voyez, à ce niveau-là, il y a lieu que nous puissions terminer, n'est-ce pas, ici, cette année, avec un équilibre. Avec un équilibre, si je veux exagérer, avec un excédent. C'est la discipline à ce niveau-là. C'est-à-dire réellement que le plan de trésorerie doit répondre justement à des besoins et par rapport au volume des recettes captées. Ça, c'est très important, cela. Deuxième élément ici, ce que nous avons demandé, c'est de déceler, d'identifier toutes les sources d'approvisionnement des ressources. Et il faut d'abord chercher à élargir ça, à identifier
Vous avez suivi réellement, il y a des entreprises qu'on a attrapées qui ne payent pas les impôts, que nous ne pouvons pas citer les noms ici. Vous savez réellement que les dinosaures, ce que nous appelons Bakonzimbu. Il y a des riches de ces pays ici, un empire d'accord des riches qu'on a créé dans ces pays ici pour lesquels ces gens-là, n'est-ce pas ici, disposent de montants pour lesquels ils ne payent pas les impôts. Voyez, donc il faut capter ça. Troisième élément, il faut changer la philosophie, n'est-ce pas ici, pour arriver à un excédent. Quelle philosophie ici? Être dans le cadre, dans un contexte bien défini qu'on appelle la problématique des innovations financières. Il faut créer des possibilités d'innover. Et innover quoi? Ça dit que les nouvelles sources de financement. Nous ne pouvons pas d'accord se limiter seulement impôts et taxes, impôts, taxes. Non, 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 non. Il faut chercher à créer d'autres sources de financement. C'est l'une des raisons pour laquelle, quand on vérifie la structure des recettes gouvernementales du budget de l'État, les recettes publiques en soi, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Les recettes fiscales, les recettes domaniales, les recettes, n'est-ce pas, ici, judiciaires. Tout ça, il faut, et puis administratives. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut innover. Il y a d'autres sources de financement en soi. Et puis identifier toutes les unités de production qui offrent, n'est-ce pas, le travail de la professionnalisation dans notre pays. Et savoir imposer ces entreprises-là, d'accord, de payer leurs impôts correctement à ce niveau-là. Et au niveau des régies financières mobilisatrices, d'accord, des recettes de l'État, il faut une discipline, il faut changer les gens. Ce sont les mêmes individus. Ils sont déjà ancrés, d'accord, dans les détournements des décassages. Ah mais oui, mais ça c'est l'amour. Moi, je suis quand même patriote, je suis quand même nationaliste. Il est vrai réellement que non, il y a des détournements en cascade. Et ce que fera l'IGF, c'est comme ça que le président de l'IGF, le directeur a dit quoi? Nous allons publier le nom de tout ça. Après ça, on va faire les rapports. Tout ce monde-là, tout ce monde... Mais oui, mais tout ce monde-là, tout ce monde qui a volé, eh bien, on va publier les noms comme ça. Leurs femmes et leurs enfants sauront que tout ce qu'ils ont là-bas, comme des villas, des maisons, des véhicules, tout ce qu'ils mangent, c'est l'argent de l'État détourné. Le peuple congolais attend voir ça, comment l'IGF va travailler. Je pense que c'est par ici au président Félix de mettre les structures appropriées, mais il faut qu'il change des hommes, il faut des hommes nouveaux. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga. Nous avons reçu pour vous le professeur associé Labi Bokechumpiana. Avec lui, nous avons parlé de la problématique de l'exécution du budget 2020 et avec lui, il a insisté en disant que l'IGF, qui est l'inspection générale des finances, pourrait également aider dans ce pays, pourrait également nous aider à voir comment ça se passe, qui détourne, quand on parle du coulage des recettes. Nous espérons que l'IGF va nous aider parce que la RDC doit décoller, la RDC doit aller de l'avant. Si vous avez aimé ce magazine d'aujourd'hui, dites merci à la réalisation d'Espérance Média. Dites également merci à la programmation de la RTNC Katanga. Et j'ai dit merci à tous ceux qui aiment bien suivre Concret. Bye bye et à la prochaine.